Bonjour, bienvenue et merci à tous d'être présents. Donc je m'appelle Fabien, je suis directeur marketing de Dynamips et donc mon expert en chef aujourd'hui c'est Ronan en matière de cybersécurité. Bonjour. Voilà, Ronan qui est consultant infrastructure et sécurité donc chez nous. Le menu vous avez dû le voir sur le site mais je vous le redonne rapidement. Donc l'objectif, on est parti sur 45 minutes ensemble, c'est de faire quelque chose de très pratico-pratique, donc à destination des TPE et PME qui sont ce qui constitue la base de nos clients. Donc on va d'abord dresser un rapide contexte, on va mettre le décor en place autour de la cybersécurité. On verra ensuite un panorama des principales menaces que peuvent rencontrer les TPE, PME. Et puis derrière, on rentrera dans le vif du sujet avec notamment 5 types d'attaques auxquelles vous pourriez être confrontés. Et donc, ce qu'on s'est attaché à faire avec Ronan, c'est de mettre en face des réponses technologiques et des bonnes pratiques. Donc l'idée, c'est vraiment, encore une fois, que ce soit très pragmatique et pratico-pratique. Et puis on terminera par le rôle clé des usagers. Notre confrère d'Orange en a bien sûr déjà parlé tout à l'heure, mais ça reste un levier très important en matière de cybersécurité. Et puis on gardera 10 minutes à la fin pour échanger avec vous, bien sûr, et avec Ronan. On est dispo aussi après si vous souhaitez continuer les discussions. Donc ça, c'est fait. Notre entreprise Dynamips, donc on est ce qu'on appelle une ESN, entreprise de services du numérique, qu'on appelait avant intégrateur ou SS2I, c'est comme vous souhaitez. Donc on a été créé en 92, donc on est plutôt une vieille ESN sur la région. Et on regroupe 150 collaborateurs répartis sur 5 sites et avec une trentaine sur Angers. Nos métiers rapidement, donc notre métier historique c'est l'infrastructure, donc vraiment le cœur du système d'information, tout ce qui est environnement serveur, le stockage. Autre métier historique, la sécurité, on va en parler bien sûr, avec un savoir-faire sur la sécurisation de votre réseau d'entreprise, mais aussi des différents terminaux et des usagers. Le collaboratif, on est expert sur la suite Microsoft 365 et on accompagne les entreprises sur le déploiement et l'accompagnement au changement autour de solutions comme Teams, SharePoint. Et puis la gestion avec des logiciels de comptabilité, de paye ou de gestion commerciale. Si on zoome sur la partie sécu, donc on est expert cyber depuis un an, qui est un label qui a été lancé par le gouvernement et le site cybermalveillance.gouv.fr qui regroupe des professionnels qui peuvent répondre à des problématiques donc de cyberattaques de professionnels et de particuliers. Voilà pour ça. Si on fait un rapide tour d'horizon autour de la cybersécurité, qui malheureusement est un sujet en vogue, ce qu'on peut constater pour expliquer l'essor de la cybersécurité, pour essayer de comprendre ce qui se passe aujourd'hui, c'est déjà de revenir sur quelques fondamentaux. Le premier, c'est que la digitalisation de nos vies, de nos entreprises, de nos sociétés, a eu un impact très important. Donc à travers l'arrivée du cloud, le haut débit, et derrière la multiplication d'applications, souvent disponibles à travers le cloud d'ailleurs. Un autre phénomène qui a été de pair avec ça, c'est la prolifération du nombre d'équipements par personne, dans la vie pro et dans la vie perso évidemment. Quand avant on avait un téléphone portable, un PC fixe, aujourd'hui, je vous laisse faire le compte pour vous, mais la plupart des gens disposent désormais de tablettes, de plusieurs smartphones, d'un PC portable, etc. Si on ajoute à ça les nouvelles formes de travail qui sont en cours et qui bien sûr ont été renforcées par le Covid, on a des gens qui sont de plus en plus mobiles et surtout qui sont de plus en plus éclatés sur le territoire, puisqu'il y a du télétravail, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup de lieux de coworking qui ont vu, qui sont apparus, ce qui fait que aujourd'hui on a donc plusieurs applications, une multitude d'applications, on a une multitude d'appareils qui reçoivent les applications et qui vont générer toujours plus de données, et on a des utilisateurs qui sont éclatés sur le territoire. Ce qui fait que tout simplement, on a une surface attaquable par les pirates qui a été démultipliée ces dernières années. D'où malheureusement l'augmentation des cybermenaces. Donc pour contrecarrer tout ça, il y a évidemment eu le RGPD qui a son impact et qui a été qui heureusement qu'il est apparu. Mais voilà ce qui explique aujourd'hui l'augmentation des cybermenaces et donc l'augmentation des besoins en cybersécurité des entreprises. Alors, pour faire un panorama rapide des attaques les plus courantes, je vous ai mis ici donc un visuel sur le rapport d'activité donc du site cybermalveillance.gouv.fr de l'année 2020.
En fait, c'est le top des assistances auxquelles ils ont eu affaire. Donc on a sollicité le site pour ce type d'attaque, avec en premier lieu évidemment donc les rançongiciels, donc des logiciels, des malwares qui vont venir crypter vos données et contre lesquels il va falloir payer une rançon si on veut récupérer la donnée. Le piratage informatique, le piratage de compte, l'usurpation d'identité, où là on sort un petit peu potentiellement de la technique, puisqu'à la base souvent il peut y avoir de l'ingénierie sociale et de la manipulation. Le virus, la violation de données, le hameçonnage, on va revenir dessus. Le faux support technique, un grand classique, où on vous fait croire que votre logiciel Windows, par exemple, n'est plus à jour et qu'il faut tout de suite appeler un support Microsoft, qui en réalité, évidemment, n'en est pas un. Le déni de service ou attaque DDoS, sur lequel on va revenir aussi. Et puis aussi, par exemple, le faux ordre de virement. Donc on a ici quelque chose d'assez représentatif sur ce que nous, on constate sur le terrain au quotidien sur notre cible client, à savoir, encore une fois, les TPE-PME. Et donc l'idée, c'est de constater qu'il y a une multitude de types d'attaques. Les pirates sont généralement très créatifs, mais qu'il n'y a pas que de la technique derrière tout ça. Encore une fois, il y a souvent de la manipulation, de la veille, de l'observation. L'objectif, donc comme je vous le disais, je vais laisser la main à Ronan, c'est de revenir sur, on a sélectionné pour vous 5 types d'attaques, soit qu'on rencontrait souvent chez nos clients, ou alors qui pouvaient avoir un impact quand même assez particulier chez vous, un impact fort. Et donc l'idée, c'est de vous expliquer le mécanisme de cette attaque, et surtout en face, de vous proposer des solutions pour y faire face, à travers la technologie, mais pas que, à travers aussi des bonnes pratiques, conformément donc à ce qu'on nous a demandé pour faire quelque chose de très pragmatique et très pratico-pratique. Ronan, je te laisse la main et les appètes. Merci. Du coup, on va commencer par une sorte d'attaque qui est le piratage de compte. Donc le piratage de compte par mode opératoire, donc brute force ou cassage de mot de passe. Donc le principe, c'est quoi? C'est du coup avoir un logiciel qui va, par un mécanisme soit de dictionnaire, soit d'algorithme, qui va essayer de, par rapport à un nom utilisateur, essayer de trouver un mot de passe. Voilà. Donc il va chercher jusqu'au moment où ça match et que vous arrivez là, que la personne malveillante entre guillemets arrive à se connecter à votre compte. L'objectif c'est quoi? C'est qu'une fois qu'il a réussi, il arrive à voler des informations qui vous sont personnelles. S'il arrive par exemple à se connecter à votre messagerie, il va pouvoir pirater votre carnet d'adresse, il va pouvoir regarder vos mails, voir vos informations, vous espionner en fait, techniquement, donc pouvoir avoir vos informations personnelles. Et il peut aussi utiliser votre compte une fois qu'il est dessus pour attaquer d'autres comptes à travers votre compte à vous. Voilà. Sauf que comme il s'est connecté entre guillemets légalement, le destinataire lui voit un vrai mail en face de vous qui arrivez, alors que bien entendu c'est pas le cas. Donc le type d'attaque, vous voyez, ça peut aller très très vite. Donc là c'est un système de logiciel qui va à travers un site web qui est non sécurisé, donc en HTTP, pas en HTTPS mais en HTTP, des requêtes qui vont être envoyées sur le compte admin, et puis vous voyez les mots de passe qui sont trouvés, on est sur des mots de passe qui sont soit par défaut, soit très basiques dans notre exemple. Et donc voilà, donc du coup par rapport à ça, le hacker a réussi à trouver différents mots de passe. La réponse technologique la plus simple à mettre en place, entre guillemets, pour pouvoir craquer le mot de passe, c'est que, imaginez que vous avez un login, entre guillemets, basique, vous avez un mot de passe simple, si vous voulez mettre en place quelque chose, à minima pour protéger votre compte, c'est au moins mettre de la double authentification, donc du multifacteur. Double authentification, c'est quoi? C'est effectivement, votre login il est trouvé, effectivement, votre mot de passe il est trouvé, mais il faut un deuxième facteur qui est soit un SMS, soit une application, soit quelque chose qui se trouve sur un périphérique autre, en général le téléphone, pour que la personne puisse se connecter. C'est-à-dire que on n'est pas à 100%, parce que la sécurité 100% n'existe pas, mais on se rapproche des 99,99% en termes de sécurité. Les bonnes pratiques, si vous voulez protéger votre compte, donc si vous le pouvez, activer la double authentification. Google le propose, Facebook le propose, Amazon le propose. Voilà, vous avez différents sites qui le font au niveau de vos comptes. Si vous voulez pas activer la double authentification, utilisez au moins des mots de passe différents sur chacun de vos comptes. Et des mots de passe à minima complexes. Il y a des logiciels qui existent, qui sont gratuits, qui sont des logiciels de générateurs de mots de passe, et il va les stocker, eux, dans sa propre base. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des mots de passe entre guillemets, que vous ne connaissez pas, qui sont auto-générés parce qu'ils font 14, 16, 20 caractères alphanumériques avec des signes, mais vous avez quand même ce logiciel pour pouvoir accéder à ce mot de passe-là. Voilà. Il y a des choses qui sont gratuites là-dessus et qui peuvent être payantes derrière si vous voulez le mettre sur différents périphériques. Et bien entendu, communiquez jamais vos mots de passe. Ça paraît basique,
Mais on a eu des clients qui, la personne s'en va en vacances, on est dans des TPE, tout le monde se connaît, on est une grande famille. Alors déjà, souvent, tout le monde a le même mot de passe. Et ceux qui n'ont pas le même mot de passe, là, je suis en vacances, tu veux accéder à ma messagerie, tiens, voilà mon mot de passe. Ouais, bon, ça y est. Donc le mot de passe, déjà, il est corrompu en interne, parce que vous l'avez donné à une autre personne. Alors, la personne ne sera pas forcément malveillante avec, mais voilà. Déjà, là, il y a une corruption de mot de passe parce que vous l'avez donné. C'est plus une donnée confidentielle, c'est plus une donnée professionnelle. Donc, comment fonctionne le MFA d'un point de vue pratique? Vous rentrez votre mot de passe qui va interroger le service en ligne que vous utilisez, soit du Gmail, du réseau social, du 365. Et donc, ensuite, vous avez donc une information qui est envoyée à votre téléphone, soit par un code, un SMS ou autre par rapport à une application. Là, c'est Authenticator, par exemple, de Microsoft, qui est gratuite. Vous approuvez la connexion, et en fait, voilà, derrière, vous avez ce double facteur, c'est-à-dire que vous l'avez votre mot de passe plus approuvé à partir de votre périphérique, et vous arrivez donc à terme sur le site que vous souhaitez avoir. Deuxième type d'attaque, le rançongiciel. Rançongiciel, donc on est sur une attaque de type malware, donc qui va crypter les données, ce qu'on appelle un cryptolocker. Le but de la rançongiciel, donc c'était expliqué avant, donc c'était demander une rançon, typiquement. Les gens, ils cryptent vos données pour pouvoir, ou chiffrent vos données pour pouvoir au moins vous demander de l'argent pour que vous puissiez payer. Endommager le système cible, ça peut être un concurrent aussi, qui dit, moi je paye des gens pour pouvoir pirater mes concurrents, pour pouvoir les nuire. Et du coup, pour vous, ça implique une perte d'exploitation, bien entendu, parce qu'à partir du moment où vous n'avez plus de système, vous ne pouvez plus travailler, et si vous ne travaillez plus, vous avez perdu de l'argent. Voilà. Donc, type d'exemple qu'il peut y avoir, on peut arriver sur des pages de ce type-là avec votre serveur est encrypté. Alors ça, c'est flagrant parce que vous l'avez en rouge, ça s'affiche sur l'écran. Des fois, c'est pas aussi flagrant que ça. Vous avez vos fichiers, vous voulez accéder à un fichier docx, un document Word, il n'a plus l'extension docx. Voilà. Il y a l'extension docx.xx. Voilà. Et donc là, on peut payer en Bitcoin si vous le souhaitez. Donc ça, c'est le genre de type de message que vous pouvez avoir. La réponse technologique, un antivirus qu'on peut appeler intelligent. C'est-à-dire qu'il existe des antivirus, alors par contre ils ne sont pas gratuits, ils sont payants. On travaille avec des suites de sécurité. Il existe des antivirus qui va analyser le comportement de la machine. C'est-à-dire que s'il y a un comportement qui n'est pas normal, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur une base de virus comme il pouvait y avoir à l'époque, si on est sur un comportement qui n'est pas normal, l'antivirus il dit oh là il se passe quelque chose, je bloque le système du réseau. Voilà. Il peut y avoir des suites de sécurité qui fait que la machine va s'isoler en fait d'elle-même grâce à ce système d'intelligence. Donc ça c'est quand vous mettez le virus depuis une clé USB, depuis un lecteur réseau, depuis autre. Pour protéger l'entrée du virus côté messagerie, donc il existe également ce qu'on appelle des anti-malware. Donc en fait ce sont des mécanismes où si vous avez une pièce jointe dans un mail qui arrive, donc il est isolé du mail, il est analysé, et si elle est bonne, elle est retransmise dans le mail. Voilà. Donc ça, c'est des mécanismes qui existent en termes de réponse. Dans les bonnes pratiques, si vous avez un poste, vous avez isolé que le poste a un virus, vous l'isolez du réseau, ce poste-là. Voilà. Vous coupez les connexions pour qu'il ne se propage pas au niveau des autres machines de votre réseau. Ne payez pas, déposez plainte surtout. Voilà, le fait de faire un dépôt de plainte fait que vous ayez la machine, on peut peut-être retrouver des traces, avoir des preuves de choses comme ça. Donc là, n'hésitez pas à déposer plainte auprès de la gendarmerie ou de la police quand vous faites attaquer. Et surtout, bonne pratique, faites des tests de restauration régulière de vos sauvegardes. Alors déjà, faites des sauvegardes en 1, et une fois que vous avez fait vos sauvegardes, faites des tests de restauration, même quand tout se passe bien. Voilà. C'est-à-dire que faites un test tous les mois, vous faites des tests de quelques fichiers, faites des tests de votre système, faites des tests de... Voilà. Si vous avez des prestataires à qui vous travaillez, demandez-leur, peut-être une fois par trimestre, une fois par semestre, de faire un vrai test de restauration pour dire, au moins mes données ne sont pas corrompues, je sais qu'à cette date-là, mes données sont saines. Voilà. Donc, en termes d'accès, vous recevez un mail. Donc, comme je vous disais, le mécanisme, soit il n'y a pas de pièce jointe et il n'y a pas d'URL dans le mail. Il n'y a pas de lien qui vous amène vers un site XY. Dans ce cas-là, donc vous avez, suivant la messagerie que vous utilisez, des mécanismes qui font que votre mail va arriver. Il va être juste analysé niveau antivirus, puis il va arriver. Sinon, si la pièce jointe est dans le mail, elle va être
automatiquement en fait dirigée vers ce qu'on appelle un bac à sable, une sandbox, un environnement clos. Elle va être exécutée. Et au niveau de l'exécution, soit la pièce jointe, effectivement, elle fait des choses qu'elle ne devrait pas faire. C'est-à-dire qu'elle va modifier des fichiers système ou elle va se demander à s'exécuter autre que c'est un fichier doc, mais non, il veut s'exécuter quand même. Voilà. Donc là, elle est mise à la poubelle et vous recevez juste le message. Soit la pièce jointe est vérifiée dessus, donc le message est bien transmis à la personne. Donc ça, c'est des mécanismes qui existent. Microsoft en a sorti, et puis il y a d'autres sociétés qui font ce genre de mécanisme. La partie hameçonnage, donc c'est l'envoi d'un mail frauduleux. C'est-à-dire que vous recevez un mail d'un organisme qui vous dit bonjour, je suis bien le bon organisme, et du coup veuillez cliquer ici parce que vous avez gagné 500 000 €, ou alors on est amélie.fr et puis on a perdu votre mot de passe, alors il faut cliquer ici pour pouvoir le renseigner. Enfin voilà. Donc c'est système vraiment d'hameçonnage. Donc le but, c'est surtout pour vous de récupérer des données personnelles, enfin pour eux surtout, pour les personnes qui vous attaquent, de récupérer des données personnelles, ou des codes de carte bleue, ou d'autres informations qui vous sont propres. Donc là, typiquement, on retrouve un mail d'Amélie qui paraît normal, il y a le logo, tout va bien, on est content. Bon après, par contre, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ici, quand on regarde un petit peu plus loin, on voit que ça vient pas d'amélie.fr, mais d'une adresse qui est un peu bizarroïde. Et il y a marqué un lien cliquant ici. Là, on l'a pas sur le screenshot, mais si vous passez votre souris dessus, à mon avis, ça vous dirige pas vers amélie.fr. Voilà. Donc ça, c'est deux choses de base vraiment à vérifier. Donc c'est vraiment quand vous recevez des mails, de regarder l'entête de qui est l'expéditeur. Est-ce que c'est vraiment le bon expéditeur? Et au niveau des liens, est-ce que quand vous passez la souris dessus, ça vous redirige bien vers le site que ça doit être? Et donc, on revient à l'anti-malware de messagerie, celui que je vous montrais tout à l'heure. Donc, on est dans les mêmes pratiques. Donc, si jamais vous recevez un mail sur lequel vous avez de forts doutes, cliquez pas sur les liens, c'est les premières choses. Ne renseignez jamais d'informations personnelles. Si on vous demande un code de carte bleue, si on vous demande un mot de passe, si on vous demande quelque chose comme ça, la meilleure chose à faire, c'est contacter amélie.fr. Par exemple, si vous recevez un mail d'Amélie, par téléphone. Dites-leur, voilà, j'ai reçu ça, est-ce que ça vient bien de vous? Voilà. À partir du moment où il y a des doutes, contactez par un autre biais. Si c'est quelqu'un que vous connaissez, un client, un fournisseur ou autre, vous avez quand même un doute parce qu'il vous demande une information ou le montant ou le RIB a changé ou des choses comme ça. Appelez-le en disant j'ai reçu un mail comme quoi le RIB a changé. Est-ce que c'est bien ça? Voilà. Et donc vérifier certains paramètres de mail, comme je vous disais, c'est l'entête et quand vous passez le lien sur la souris, voir si tout se passe bien. Donc on retrouve sur notre petit schéma de mail, on a exactement le même mécanisme que tout à l'heure, sauf que là on a un lien dans le mail. Le lien dans le mail, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, il va être réécrit. C'est-à-dire que si je prends la solution Defender de Microsoft, alors je vous parle de celle-là parce que c'est celle que je connais le mieux, mais il en existe d'autres. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va du coup réécrire l'URL, ce qui fait que quand vous allez cliquer dessus, ça va renvoyer vers Microsoft qui va regarder dans sa base de données si ce site-là est référencé comme étant malveillant, et s'il est référencé, dans ce cas-là, vous ne serez pas redirigé vers la page finale. S'il n'est pas référencé, vous cliquez sur le lien, vous arriverez sur le site. Voilà. Soit il est approuvé, soit il est référencé comme malveillant, soit il y a un doute, et dans ce cas-là, il faut attendre un temps d'analyse. Vous cliquerez sur le lien, et puis il ne se passera rien, il marquera le site est en cours d'analyse. Et donc, comme je vous disais, si tout va bien, directement, le lien est réécrit. Le lien est réécrit ensuite. Au moins, vous avez une sécurité au niveau de ce lien-là. Quatrième attaque, on est sur l'attaque par déni de service. Le but, c'est quoi? C'est de saturer un service ou un serveur. Voilà. Un service, donc ça peut être le service réseau, ça peut être les serveurs qu'il y a derrière le service réseau. Donc le but, c'est de rendre effectivement un service indisponible. Si je prends l'exemple, hier, j'ai eu un article sur ces Blizzard, je crois, qui sont des jeux en ligne, et le serveur s'est fait attaquer par justement une attaque de déni de service. Et donc, les serveurs de Blizzard ont été surchargés, et donc tous les joueurs en ligne, ils pouvaient plus jouer. Voilà. Donc ça, c'était rien pas plus tard qu'hier. Et Microsoft, il y a un mois, ils sont pris une attaque de 2 Tera de données en termes de DDoS. On est sur des chiffres qui sont énormes. Et voilà. Donc, c'est-à-dire que déni de service, ça attaque. Alors, ça attaque les gros, mais ça peut attaquer les petits aussi. Pourquoi? Et la principale raison, finalement, qu'on retrouve pour les TPE, c'est parce qu'il y a des gens qui ont le goût du challenge. Ils commencent dans le hacking. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Entre guillemets, la chose la plus abordable au début, c'est d'essayer d'écrouler quelque chose en face en essayant de lancer des grosses requêtes, voilà, des choses comme ça.
Et après, c'est un peu lancé au hasard, entre guillemets, donc ça peut tomber sur vous aussi, si vous n'avez pas de mécanisme ou de choses pour. Ça peut être un concurrent qui veut également, si vous avez des sites web, bloquer votre site pour justement vous ralentir vous. Tant que votre site est inaccessible, les gens vont aller ailleurs, donc ils vont peut-être aller chez lui. Voilà. Donc les principales causes, on peut les retrouver ici. Donc là, sur une attaque de données de service, là on envoie des. Alors là, c'est un type de ce qu'on appelle un ping, donc c'est une chose qui est complètement basique, et on envoie avec un nombre d'octets important. Alors là, il n'y en a qu'un, mais il faut imaginer que ça peut être 1000, 2000, 3000, 4000 machines qui font ça en parallèle. Hein. Et du coup, le but, c'est que votre site web derrière, il soit indisponible parce que il est surchargé, il a plus de. Si vous avez été sur Doctolib hier, par exemple, parce qu'il y a eu l'annonce, vous voyez que le site a été surchargé. On est un peu. C'était pas une déni de service, mais voilà, il y a eu trop de demandes par rapport à la charge supportée. Donc la bonne pratique, si jamais vous voulez protéger votre réseau, c'est d'avoir déjà un firewall. On n'est plus sur une box, Internet, on est sur un firewall avec des licences de protection réseau. Donc c'est-à-dire que le firewall, c'est lui qui va faire la protection, donc il va faire ce qu'on appelle l'IPS, donc il va gérer ses attaques et puis derrière il va les bloquer. Les bonnes pratiques qu'on peut vous donner, c'est au niveau de vos équipements, faites les mises à jour de vos équipements. Voilà. Donc il y a des gens qui font quand un équipement est créé ou quand votre système d'exploitation est en place, il peut y avoir des failles, ça existe, et donc du coup des mises à jour qui sont faisibles, des firmware au niveau de vos matériels. N'hésitez pas à mettre à jour vos firmware, vos logiciels, vos systèmes d'exploitation. Il y a des gens qui travaillent dessus justement pour ça. Bien paramétrer vos équipements. Souvent, on a un prestataire, il va nous vendre une solution Total Security, sauf que derrière, la moitié de la sécurité n'est pas configurée. Donc, demandez bien à ce qu'il y a au niveau de vos licences et voir ce qui est paramétré, ce qui est paramétrable. Voilà. Contactez vos prestataires par rapport à ça. Et pareil, sollicitez votre hébergeur. Si vous avez votre site qui est en ligne et que c'est un site qui est critique parce que vous faites du commerce, est-ce qu'il est bien sauvegardé? Est-ce qu'ils sont bien protégés? Est-ce que voilà, si vous utilisez des hébergeurs qui sont locales ou locaux, essayez de les questionner au moins, parce que c'est quand même votre métier derrière. Si vous avez un site web, c'est peut-être votre vitrine, c'est votre réputation, voilà. Donc tout ça, c'est bien à prendre en compte en termes de bonnes pratiques. Donc, le système de gestion de protection des DOS, en fait, c'est le firewall analyse le trafic qui rentre, il voit que c'est une requête classique de page web, par exemple, ou autre, on est sur de l'HTTPS ou de l'HTTP, il voit que l'analyse, il n'y en a qu'une, il n'y a qu'un seul flux, ça vient d'une IP source, il ne voit pas de choses malveillantes, il laisse passer le trafic. Et vous avez d'une autre source, vous voyez qu'il y a plusieurs flux qui arrivent en parallèle, de plusieurs machines en même temps. Enfin voilà, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Le service permet justement de protéger un peu, de protéger ça. Et à un moment donné, donc il laissera passer quelques flux peut-être au début parce que il va comprendre, il va analyser, et derrière, une fois qu'il a compris, il va bloquer. Cinquième attaque, et dernière attaque pour nous, donc c'est la partie usurpation d'identité. Donc c'est le principe, c'est de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Donc le principe de se faire passer pour quelqu'un d'autre, c'est pourquoi c'est pour récupérer éventuellement des informations bancaires, dériver de l'argent. Fabien aura une super anecdote dessus juste après. Dénigrer une personne physique, voilà. Le but c'est de nuire en fait. L'usurpation d'identité est soit pour nuire, soit pour récupérer de l'argent. C'est jamais bénéfique. Et donc là, on a un exemple de mail de l'info CNB, donc c'est le Centre national des barreaux. Le mail, pareil, il a l'air conforme, tout va bien, il y a un lien, voilà. Et donc du coup, en cherchant un peu, on s'aperçoit que la source du mail ne vient pas du serveur de messagerie officiel de ce site-là, parce qu'il n'était pas bien protégé. Donc la réponse technologique derrière, c'est sécuriser votre messagerie. C'est-à-dire qu'il existe des mécanismes qui n'ont, entre guillemets, qui ne coûtent rien à part du temps de configuration, mais il existe des mécanismes pour ça. Mais ce qui est important quand vous inscrivez sur un site, essayez de donner le minimum d'infos. Voilà, tout ce qui n'a pas besoin d'astérix. Mettez pas votre vie forcément dans les sites quand vous achetez ou quand vous allez chez des sites soit de vente en ligne, soit d'inscription pour des événements ou choses comme ça. Mettez que le strict minimum qui est demandé.
ne mettez pas forcément toutes vos données personnelles. Quand vous avez des documents qui sont personnels, des documents papier, ne les froissonnez pas pour les mettre à la poubelle, si vous avez une déchiqueteuse ou pas, mais détruisez-les, déchirez. Ne conservez rien, parce que là on n'est plus sur de l'informatique. Hein. La personne elle prend vos poubelles, ça peut être la personne qui fait le ménage, ça peut être quelqu'un qui rentre dans le bâtiment et qui voit les poubelles et puis qui voit des documents. Voilà. Détruisez les papiers. Soyez vigilants à votre environnement. L'environnement, c'est votre PC, c'est bien, il y a de la lumière, j'ai une fenêtre derrière et j'ai mon écran qui est là à la vue de tout le monde parce que c'est la rue. Voilà. Des choses bêtes, mais tournez votre écran pas côté rue, en plus déjà vous avez faux jour donc c'est pas terrible, mais en plus voilà, vous pouvez avoir des gens qui regardent de l'extérieur. Quand vous partez, ne laissez pas une fenêtre ouverte si vous êtes au rez-de-chaussée. Voilà. C'est des choses qui sont entre guillemets basiques quand on y pense comme ça. Mais voilà, il n'y a pas longtemps, je suis intervenu chez un client où il partait manger le midi, hein, normalement. Moi, du coup, je mangeais sur place et puis je me suis baladé un peu dans les couloirs. Les sessions n'étaient pas fermées. Voilà, des choses, n'importe qui rentre, du coup, la session n'est pas fermée, il s'assoit sur le poste et puis il regarde. Voilà. C'est des choses toutes bêtes. Donc c'est vraiment la partie environnement et ça c'est pareil. On parle même pas d'argent dans toutes ces solutions-là. Dans les autres, il y en a un petit peu ou pas. Enfin voilà, ça peut être très réduit. Là, c'est vraiment entre guillemets apprendre le bon sens, éduquer sur le bon sens de certaines choses. Donc sur la sécurisation de la messagerie, quand vous avez votre domaine, donc là on est sur info-cnb.com. Il y a des points de contrôle qu'on peut configurer au niveau de la messagerie. Alors là, je vais peut-être être un peu plus technique, mais vous avez ce qu'on appelle le SPF, donc ça veut dire n'est autorisé à envoyer des mails de mon domaine info-cnb.com que ce qui vient des serveurs qui sortent de l'IP public, là où il y a des serveurs de messagerie. Il y a la partie DKIM, c'est-à-dire qu'on va aussi mettre une clé de chiffrement. Voilà, il y a une clé de chiffrement entre le début et la fin du mail, et puis le démarque qui va vérifier si le SPF et le DKIM sont bons. Voilà, donc ce sont des mécanismes. C'est pareil, ça coûte pas d'argent, ça. C'est de la configuration, c'est du temps. Voilà. Et derrière, oui, il est content, notre monsieur, parce qu'il a reçu son mail. Et donc là, je repasse la main à Fabien. Merci. Oui, effectivement, pour illustrer ce que disait Ronan sur l'usurpation d'identité, on a eu un cas client il y a quelques mois qui était assez révélateur en fait de ce que ça peut faire. C'est-à-dire que c'était un client en Vendée qui vendait de la grosse machinerie agricole et qui s'est retrouvé dans une attaque une fraude au président, quelque chose qu'on peut rattacher à l'usurpation d'identité, où à la base en fait le pirate a réussi à pénétrer sur le compte de messagerie du président de l'entreprise. Donc là on est bien sur une manipulation de hacking technologique si je puis dire. Il a eu accès donc à son agenda. Et il a vu que le président en question devait prendre l'avion un jour pour aller à l'étranger, etc. Et ce que la personne a fait, c'est qu'il a profité de l'absence du président pour contacter son assistant et pour passer un faux ordre de virement à hauteur de 90 000 euros, ce qui, quand on est dans le gros machinisme agricole, est une somme finalement somme toute commune. Et ce qui s'est passé, puisque l'histoire s'est quand même bien terminée, c'est que en sortant de l'avion, le président s'est tout de même rendu compte de communication anormale entre son assistant et sa banque, a appelé sa banque directement et a pu intercepter l'argent qui était en train de partir vers l'Estonie ou la Lettonie, je ne sais plus. Et donc ça, c'est une entreprise, c'est une PME d'une centaine de personnes dans un secteur d'activité traditionnel et pourtant ils ont failli perdre beaucoup d'argent juste sur la base d'un piratage de mots de passe et derrière de manipulation. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait rencontrable de nos jours malheureusement. L'autre point qui est important de comprendre à travers ça, c'est que on pourrait croire que les TPE-PME ne sont pas les cibles privilégiées des pirates. Évidemment, c'est faux. Aujourd'hui, ce sont même des cibles privilégiées, puisque généralement les grands groupes disposent de dispositifs tout de même assez balèzes en matière de cybersécurité. Et aussi, les utilisateurs ont une maturité digitale, je dirais, qui est un petit peu plus poussée, souvent, que dans des petites structures. Et ça joue beaucoup. Un chiffre important, c'est 85% des cyberattaques qui sont liées à une erreur humaine. Donc ça, c'est le président du FIC, donc le Forum international de la cybersécurité, Marc Watin-Aguar, qui a dit ça à la rentrée de cette année. Et c'est clairement ce que nous aussi, on constate sur le terrain, entre guillemets.
Et donc j'en viens au dernier point, c'est le rôle clé des usagers, vous l'aurez compris à travers cette intervention et celle d'Orange avant. Euh, il est indispensable de sensibiliser les usagers au risque cyber. Donc ça passe par des choses très basiques, un triptyque qu'on connaît tous, sensibiliser, former, communiquer. Alors ça paraît simple comme ça, mais n'empêche que ça obéit tout de même à des process à mettre en place dans l'entreprise. Déjà, le fait que vos ressources informatiques, si vous en avez, soient sensibles à ça, opèrent donc de la veille. Ensuite, quelles sont les bonnes pratiques en tête? On parlait par exemple de tests de restauration tout à l'heure, ou de vérifier que mes mécanismes de sécurité qui sont prévus dans mes équipements ou dans mes licences soient bien activés. Donc ça, c'est des choses, des basiques. Et ensuite, l'idée, c'est que cette personne ou une autre, ça peut être votre DPO par exemple, puisse communiquer régulièrement à destination des usagers sur le risque cyber, sur des attaques qui ont eu lieu récemment, puisse faire éventuellement des workshops 1 ou 2 fois par an, ou puisse tout simplement inviter les usagers ou la direction à des événements comme aujourd'hui, tout simplement. Et puis ça peut aussi être davantage intégré dans les process d'entreprise. Je prends l'exemple très bête, le parcours d'intégration d'un nouveau salarié qui arrive, eh ben on lui prévoit 1 heure avec votre responsable informatique pour le sensibiliser au risque cyber. Donc le but, c'est de maintenir dans un état de vigilance constant les équipes, de les former à ce qui se fait, et voilà, sans sombrer dans la parano, évidemment, de faire en sorte que tout le monde soit en vigilance, tout le monde soit alerté, même si généralement les hackers ont toujours un temps d'avance. En tout cas, quand on fait ça, je pense qu'on c'est peut-être la meilleure protection possible. Et c'est sûrement notre conseil numéro 1 avant tout ce qu'on vous a donné en réponse technologique jusque-là. Voilà pour cette présentation. J'espère qu'elle aura répondu à vos attentes. Maintenant, si vous avez des questions, c'est à vous. Bonjour et puis merci pour cette présentation. Moi, j'avais une question concernant les mots de passe en fait, parce qu'on voit effectivement que c'est un sujet qui est important. De plus en plus, les usagers sont sensibilisés à utiliser un mot de passe unique. On a des tas de comptes, aussi bien à titre pro qu'à titre perso, et on nous demande d'utiliser des mots de passe uniques de plus en plus complexes. Donc la vraie question, en fait, derrière, c'est la question de sauvegarde sur un outil dédié, comme vous avez évoqué tout à l'heure. Et en tant qu'usager, la question, c'est de se dire, ouais, mais quel outil j'utilise, moi, à titre perso? Il en existe, à ma connaissance, un qui est certifié par l'ANSSI, qui passe. Après, il n'est pas super agréable à utiliser. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil en tant qu'usager pro et part en fait sur ces outils-là? Bah, après, attention, il n'y aura jamais de logiciel miracle qui fera tout. Soit il sera joli, mais il sera pas 100%, soit il sera un peu moins pratique, mais il fera plus le job. Dans les logiciels, il y a, je crois que c'est français, c'est Dashlane qui doit être français. Il y a KeePass qui doit être une branche de Google, si je me trompe pas, ou je sais plus. Enfin voilà. Donc voilà. Donc il y a ces exemples-là. Dans leur version payante, je sais que Dashlane, vous pouvez même le synchroniser avec votre périphérique mobile. Du coup, ce qui fait que vous avez dans votre navigateur local, vous avez vos mots de passe qui sont là. Sur votre périphérique mobile, vous avez vos mots de passe qui sont là. Vous avez quand même de la double authentification pour accéder au mot de passe maître. C'est-à-dire faut connaître un seul mot de passe. Techniquement, en fait, c'est celui pour accéder au service. Et celui-là, vous pouvez le protéger par de la double authentification quand il y a besoin. Donc voilà. Donc après, c'est vrai que c'est toujours, on parle souvent les stéréotypes, c'est le post-it avec le mot de passe collé sous le clavier. Donc là maintenant on demande des mots de passe uniques par site, donc ça commence à faire beaucoup de post-it. Mais voilà, ce type d'application, c'est entre guillemets l'une des bonnes réponses. Voilà. C'est peut-être pas la meilleure, mais c'est l'une des bonnes réponses, des bonnes pratiques pour éviter d'avoir le même mot de passe partout. Je crois que c'est Google qui doit avoir un check-up mot de passe, quelque chose comme ça. Et ensuite sur là où vous avez toutes vos adresses mail Gmail qui sont référencées, il vous dit quel compte est corrompu. Voilà, il fait une analyse. Alors, j'ai pas poussé les détails pour savoir comment est-ce qu'il fait son analyse. Mais voilà, et ce qui fait que souvent on dit ce mot de passe là, il a été corrompu 200 fois parce que c'est le même mot de passe que vous mettez partout depuis 10 ans parce que il est bien et puis vous le connaissez, donc c'est toujours le plus facile. Mais voilà, mais c'est vrai que ce type d'application, pour moi le meilleur conseil, c'est une où vous êtes à l'aise avec. Voilà.
Et puis après, si vous faites du Dashlane qui est cocorico, du coup, ça peut aussi. Voilà. Mais bon, après, il y en a d'autres. Je crois qu'il y a Authenticator de Microsoft qui aussi propose ça. Après, voilà, on est chez Microsoft. Donc, il y en a, ça En plaît, fait, il y en a, la ça plaît question pas. qui se pose derrière, effectivement, si on tape, si on fait une recherche Google, on va avoir des tas de résultats. Dashlane en fait partie, effectivement, qui, encore une fois, qui passe, à ma connaissance, est le seul qui est certifié par l'ANSSI. Donc, c'est vrai que la certification ANSSI est vecteur de confiance. Donc, après, en tant qu'usager, encore une fois, je fais ma recherche Google, je vais avoir des résultats, des propositions, mais quelle confiance je peux accorder, en fait, à ces différents outils, quoi. Ouais. Dashlane, ok, c'est français. Après, derrière, au niveau technologique, est-ce qu'on confie un peu notre vie si on utilise cette solution-là, quelle confiance on peut accorder, est-ce que c'est fiable, etc., quoi. Bah, l'outil en soi est fiable. Moi, je sais que c'est celui que j'utilise, donc je sais qu'il marche bien. Après, qu'est-ce qu'ils font de mes données derrière? Normalement, ils en font rien. Enfin, tout doit être chiffré chez eux. Voilà. Mais on n'est jamais à l'abri. De toute façon, on sera jamais à l'abri de quelqu'un qui travaille chez Dashlane. Alors normalement, tout est quand même chiffré au niveau de leur mot de passe, au niveau de leur base. Mais on n'est jamais à l'abri. De toute façon, dans n'importe quel outil que vous utilisez, à partir du moment où ça sera un outil qui sera également hébergé, ou un outil local, à partir du moment où vous avez un super utilisateur, rien n'empêche le super utilisateur de faire ce qu'il veut. À défaut de pouvoir avoir le mot de passe, il pourra peut-être vous le supprimer, comme ça vous serez embêté, mais au moins il pourra peut-être pas le voir. Mais, voilà. Mais autant prendre au moins ceux qui sont certifiés effectivement par l'ANSSI. Et après, peut-être le meilleur coffre-fort, c'est la mémoire, mais bon, là. Bonjour et merci pour cette présentation. J'avais une question par rapport à l'écosystème. En fait, souvent aussi, on sait que ça peut rentrer par soit les sous-traitants quand on est une PME. Il peut y avoir aussi tout cet environnement-là qui peut faire que les cyberattaques arrivent par ce biais-là. Est-ce qu'il y a un moyen, quel serait le moyen pour sécuriser un petit peu plus nos relations, on va dire, avec, dans tout l'écosystème avec nos sous-traitants Alors, il y a différentes choses. Je sais que nous, on est sous-traitants de différentes PME. Sur certains, on a mis des règles en place. Parce que quand on est sous-traitant, de base, on va installer un logiciel pour la prise en main. Comme ça, quand ils font appel à nous derrière, on peut se connecter plus facilement. Voilà. Donc tout ça, c'est logué. Déjà, nous on log en fait toute cette partie-là parce que justement, s'ils nous demandent qui s'est connecté quand, on veut au moins retrouver chez nous qui s'est connecté. Donc, si une personne en tout cas se connecte chez notre client de chez nous et fait quelque chose, on saura qui c'est. Voilà. Bon, ça n'empêchera pas qu'il aura fait quelque chose, mais on saura qui c'est. Chez d'autres clients, ils nous interdisent l'installation de l'outil, ou alors ils l'activent que quand ils ont besoin de nous. Voilà. Et dans ce cas-là, c'est un commun accord, enfin voilà, c'est dans notre contrat avec eux, où en fait, on sait que quand il n'y a pas, quand ils ont besoin de nous, ils activent, on se connecte, ils savent quand on s'est connecté. Du coup, nous, on log aussi de notre côté quand est-ce qu'on s'est connecté. Voilà. Et sinon, il y en a même d'autres où l'outil est accessible, mais avant chaque prise en main, il faut qu'on appelle. Voilà. Et donc, du coup, on doit appeler pour dire, voilà, on a eu cette demande-là, ou on a de la supervision parce qu'on a une alerte qui est arrivée chez vous, il faut qu'on se connecte pour vérifier. Donc, du coup, on appelle la personne. Ça, c'est dans les contrats que vous avez, en fait. Mais la meilleure chose, je pense, c'est voir avec eux pour activer le service, enfin pour installer le service, mais le désactiver, c'est vous qui l'activez que quand vous en avez besoin. Voilà. Si vous avez vraiment un doute, c'est le meilleur moyen de se prémunir. Après, il faut faire confiance avec votre prestataire aussi, parce que techniquement, il a tous les mots de passe. C'est lui qui a le mot de passe admin, donc, il y a déjà une relation de confiance, et puis il y a une relation professionnelle entre les parties. Normalement, il n'est pas là pour se donner plus de travail, surtout s'il y a déjà beaucoup d'autres clients à côté. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ça peut être une des pistes, si jamais vous voulez, c'est qu'il installe le service, mais qu'au moins, c'est vous qui l'activiez quand vous en avez besoin. Oui, alors une question sur la partie nouveau recrutement. Est-ce que vous avez des conseils sur le parcours d'intégration, sur la partie sécurité, que ça soit un CDI, soit un stagiaire? Est-ce qu'il y a des choses vraiment à avoir en tête
Euh, il y a le côté, comme disait Fabien, il faut un livret. C'est-à-dire que déjà, bon, faut déjà réfléchir à nous, qu'est-ce qu'on veut mettre en place à minima pour dire, notre bonne pratique, c'est ça. Donc il y a ce premier travail interne qui est un travail de livret. Et derrière, donc les bonnes pratiques, ça va être la partie environnement. Donc, comme je disais, hein, le coup des fenêtres, verrouiller sa session quand on quitte son poste de travail, voilà, c'est des choses qui sont simples entre guillemets à mettre en place. Quitte à mettre, alors, si vous avez un domaine, il y a ce qu'on appelle des GPO. Donc les GPO, ça va entre guillemets, c'est la GPO qui va mettre en place une règle pour l'utilisateur en disant, au bout d'1 minute ou 2 minutes, si il est plus devant son poste, enfin s'il n'y a plus d'activité, la session se verrouille tout seul. Voilà. Ça peut être des choses qui peuvent aussi s'automatiser. Donc voilà, donc il y a la partie environnement, la partie on travaille, on va dire à 90% aujourd'hui avec des mails. Donc c'est comment repérer un bon mail d'infomail. S'il y a un doute sur une pièce jointe, on clique pas dessus, on réfléchit un petit peu, on regarde si tout a l'air bien, on essaie de trouver les marqueurs de vérification, comme je le montrais tout à l'heure. Donc vous avez beau avoir le bon nom, style amélie.fr. Mais voilà, même si derrière ça correspond pas à l'adresse mail qui est surlignée, voilà, ce sont entre guillemets des bonnes pratiques qu'on peut avoir dans un livret en disant voilà, j'ai un doute sur un mail, quand je regarde le livret, faut que je regarde ça. Bon, ça a l'air bon. Si j'ai quand même un doute, je vais quand même appeler la personne qui me l'a envoyé pour vraiment être sûr, parce que là, il m'envoie une facture, j'ai jamais demandé de facture, ou il m'envoie un lien pour modifier le mot de passe alors qu'il n'y a pas de raison. Enfin voilà. Donc, mais d'abord, c'est un travail en amont, donc soit en se faisant accompagner, soit interne sur les bonnes pratiques. Mais voilà, c'est surtout la partie environnement et la partie messagerie qui sont les deux points centraux, entre guillemets. Puis la partie mot de passe, bien entendu. Bon, après, c'est des points qu'il ne faut pas négliger, en tout cas. C'est au moins ces 3 points-là. Ouais, pour compléter ce que dit Ronan sur la partie intégration, vraiment, alors nous, c'est un peu biaisé parce qu'on est une boîte d'IT, donc on est censé avoir une sensibilité qui est là un peu plus que sur d'autres secteurs. Mais globalement, pour vous donner des exemples de ce qu'on peut faire nous, dès l'intégration, effectivement, quand on remet l'environnement de travail à l'usager, c'est évidemment insister sur toutes ces sensibilisations en matière de cybersécu. Évidemment, lui expliquer les mécanismes de sécurité qu'on a mis en place. Parce que, quoi qu'on en dise, ça représente des contraintes. On a évidemment la double authentification, donc il faut lui expliquer que sur son téléphone, il va être sollicité à travers son téléphone, sur le filtrage de pièces jointes et d'URL, que ça va peut-être apporter un peu de latence à la réception de ses emails. Donc, en expliquant déjà, ça s'intègre. Ensuite, il y a le passage avec notre service informatique interne aussi, qui en remet une couche dessus. Et puis derrière, il y a tout ce qui est formation interne. Donc, on fait beaucoup de webinaires pour nos clients, mais aussi en interne, qu'on enregistre et qui du coup sont autant d'éléments d'information qui sont à disposition des collaborateurs. Voilà, ça c'est le genre de choses qu'on peut faire. Comment peut-on se protéger des grands groupes qui en fait ils ont une situation légale, mais on s'aperçoit qu'eux-mêmes ne sont pas protégés? Vous avez mentionné les patchs de Microsoft, de Google, de Facebook. Ils sont même condamnés, non seulement dans leur pays, mais dans l'économie européenne, dans beaucoup d'autres pays du monde. Et pourtant, on les laisse faire. Thales vient de signer avec Google. Le gouvernement a signé avec Microsoft pour le système de santé. On sait qu'on ne peut pas leur faire confiance. Et pourtant, tous ceux qui sont en responsabilité signent avec eux. Les villes, le gouvernement, M. Macron, comment on peut se protéger de ça? Moi, j'ai été hacké, j'ai perdu beaucoup de choses, 20 années de travail avec certains grands groupes. Je sais qu'il n'y a rien à faire, sinon arrêter de me connecter. Pareil pour surfer, comment on fait? Pour surfer, bon, j'entends les systèmes Tor et les autres, mais il y a quand même les Google, il est capable de vous suivre partout où vous êtes. Oui. Et quand vous regardez le CVA, c'est jamais pour vous protéger, c'est toujours pour se protéger eux. Oui, tout à fait. Alors il y a plusieurs sujets dans ce que vous dites du coup. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Google, leur métier premier, c'est vendeur d'espace publicitaire. Donc effectivement, ça peut remettre en question des choses.
Malheureusement, c'est des acteurs incontournables aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de. J'aimerais vous donner des solutions clés en main comme ça, mais en tout cas, au niveau professionnel, ils sont incontournables, à part d'avoir du coup des choses qui soient un peu plus maison ou un peu plus locales, mais qui du coup auront du mal à rivaliser pardon, sur la partie sécurisation informatique, par exemple. Pour moi, il n'y a pas de recette magique. Nous, on a fait un choix technologique, donc, et vous l'aurez compris, qui est plutôt celui de Microsoft, avec évidemment des choses qui sont un peu moins sympas, mais en attendant, sur la partie sécurisation et sur le métier premier de Microsoft, ça reste des professionnels de l'IT. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est imparfait, mais aujourd'hui, il n'y a pas de recette magique, quoi, c'est clair. Donc on veille tout de même à ce que là, donc aujourd'hui, Microsoft dispose de data centers en Europe, par exemple, avec des données hébergées en Europe. Ils en ont 4 en France. Donc ça fait partie des points rassurants. Après, sur ce qui fonde nos données, là encore, c'est pas forcément facile. Est-ce que toi, tu maîtrises le Cloud Act? Je sais qu'il y a le Patriot Act ou le Cloud Act où en fait, donc effectivement, c'est une société américaine qui a les données hébergées en France. Et en théorie, on reste toujours dans la théorie, les États-Unis ont le droit de lire les données en France qu'à partir du moment où il y a un procès criminel dont vos données seront potentiellement utiles pour le procès. Enfin voilà, mais il y a des cas qui sont très très précis là-dessus. Donc, en théorie, ils n'ont pas le droit d'accéder à vos données. Voilà. Sauf dans ce cas-là. Après, on est dans des sphères qui sont un peu plus importantes. C'est au niveau des États directement. Mais, voilà. Donc merci beaucoup et infiniment pour votre présentation, c'était super, merci.